Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, où aujourd'hui nous allons répondre à vos questions que j'ai glanées ça et là sur les réseaux sociaux. En particulier cette fois-ci, j'ai donné la primeur à notre Twitter. Donc les questions qui ont été posées sur Twitter, comme ça vous apprendra, vous avez qu'à nous suivre sur Twitter. Aussi. Voilà, aussi. Et aussi, n'oubliez pas nos podcasts. Qui sont pour l'instant sur Spotify et Deezer et bientôt, quand on aura le temps, sur la plateforme Apple également. Donc merci de nous suivre partout. Et Charles aussi a un petit mot pour vous. Voilà, alors vous savez que il y a 15 jours, on avait fait une demande d'aide pour le groupe Causeur. Et grâce à vous, ça a très bien marché, ils ont l'air très contents. Il y a eu plusieurs centaines d'abonnés qui sont arrivés, ce qui est extrêmement important pour eux. Parce qu'encore une fois, comme ils sont tous à l'équilibre, je vous l'avais expliqué, tout ce qui leur fait passer au-dessus de l'équilibre, c'est quand même un élément très important pour le moral des troupes. Et donc je voulais vous remercier parce que vous avez fait un très bel effort. Ceux qui l'ont pas encore fait peuvent le faire d'ailleurs, c'est pas trop tard. Oui. On prend les gens en cours de route. On prend les gens en cours de route, vous savez, c'est comme dans les évangiles, le dernier arrivé, il a le même service que le premier, quoi. Donc voilà, merci encore, ça m'a beaucoup touché parce que ça prouve que finalement on a des gens qui nous aiment bien, qu'on connaît pas mais qui sont là-bas. Ils sont bien, c'est très bien. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec une très très légère question, vous allez voir. Vraiment toute petite question, elle est frivole, une bleuette. Charles, quelle solution pratique pour freiner l'inflation ? Alors, c'est une question... Elle est simple. Elle est très simple. Alors, tiens, bois un coup. Alors, Milton Friedman. Milton Friedman, il a répondu, il dit, si vous avez de l'inflation et si vous vivez mal dans les provinces, c'est que Washington vit trop bien. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que vous gagnez de l'argent, vous essayez de gagner en travaillant, etc. Et puis, il y a des gens qui vivent en vous ponctionnant de l'argent. Donc, et comme c'est de plus en plus difficile de ponctionner plus d'argent, ils trouvent que la solution, c'est quand même d'en imprimer un peu plus, parce que ces gens qui sont à Washington contrôlent la banque centrale. Donc, pour arrêter l'inflation, il faut simplement contrôler les dépenses de façon très dure de celui qui dépense sans aucune contrainte, c'est-à-dire l'État. Et il faut donc aussi l'empêcher d'emprunter. Alors la façon qu'avait trouvé Locke de contrôler l'État, c'était que le Parlement votait les dépenses de l'État. Donc c'était les payeurs d'impôts en quelque sorte qui empêchaient le gars de dépenser parce qu'ils n'avaient pas envie de payer plus d'impôts. Mais comme ils ne sont pas complètement idiots, en particulier pendant les guerres et après les guerres, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé que, puisque le payeur d'impôts d'aujourd'hui ne voulait pas payer, il trouvait qu'il payait assez, quoi. Eh bien, il fallait faire payer les petits-enfants du payeur d'impôts d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils empruntaient. Donc, dans une vraie démocratie, il devrait y avoir deux choses pour empêcher l'inflation. C'est d'abord le vote des impôts par les représentants de l'État, par les représentants de la population, pardon, et deuxièmement, l'interdiction par l'État d'avoir un déficit budgétaire. Oui, puisque c'est endetter les enfants. Parce que l'impôt, je veux dire la dette, ça n'est que de l'impôt différé. C'est-à-dire que nous, on ne paye pas les impôts, mais on a le pognon qui nous est donné gratuitement, mais nos enfants et nos petits-enfants, eux, ils vont devoir payer des impôts et vivre en dessous de leurs moyens, parce que nous, on a voulu vivre au-dessus de nos moyens. Donc, c'est une déformation de la démocratie. Dans une démocratie, le déficit budgétaire devrait être interdit. Donc il faut en quelque sorte contrôler la Banque centrale et interdire la dette à l'État. Et là, si on rentre plutôt dans les phénomènes, les mécanismes monétaires, est-ce que tu penses que pour contrer cette inflation, comme d'habitude, il va s'agir de remonter les taux ? Il faut revenir à des vrais prix. Parce qu'encore une fois, alors là c'est une deuxième question, mais qui est pas... À qui profite l'inflation ? Bien, essayez de réfléchir un petit peu. Vous avez des gens qui sont très près de la Banque centrale.
Mettons aux États-Unis, allez, au hasard Goldman Sachs, hein, voilà, ou JP Morgan, ou Morgan Stanley, les suspects habituels. Bon, ils sont très près de la Banque centrale. Donc, si la Banque centrale pratique des taux trop bas, mais les taux d'intérêt à zéro, on en a souvent parlé ici, eux, ils peuvent emprunter très facilement parce qu'ils ont des contacts avec la Banque centrale, ils empruntent comme des fous. Et ils vont acheter des biens qui appartiennent aux gars de la province, là-bas au fond, qui sont pas chers du tout, parce que les gars de la province n'ont pas encore compris que il fallait emprunter avec un levier. Avec un levier. Et ils se contentent de faire donc ils font monter les actifs en province ou à Paris, chez les gens qui ne comprennent pas, le prix de l'immobilier monte, eux, ils s'en mettent plein les fouilles, mais ils n'ont pris aucun risque. C'est simplement parce qu'ils ont eu accès à des prêts subventionnés qu'ils s'enrichissent de façon extraordinaire. Et c'est pas le fait qu'ils soient endettés, c'est le fait qu'ils soient endettés à un faux prix. Mmh. Donc, ils achètent des actifs existants, un bel appartement dans le 7e ou j'en sais rien, dont les prix montent, puisque ça continue. Ils n'ont créé aucune richesse. Et le pays n'est pas plus riche parce que c'est toujours le même appartement de 200 mètres carrés dans le 7e. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Et ça, c'est la chose que tu expliques souvent, c'est que des taux d'intérêt trop bas favorisent une mauvaise allocation du capital. Et à partir de là, ne crée pas de richesse parce que le capital va au capital. Le capital va à des biens existants. Mais c'est-à-dire que quelque part, les plus aisés, LVMH et compagnie, vont continuer parce qu'ils peuvent hypothéquer un immeuble sur les Champs-Élysées. Et les très gros deviennent de plus en plus gros. En fait, les périodes de taux bas favorisent ceux qui sont très, très riches. Les consortiums. Ceux qui sont tout en haut comme ça, l'espèce de trust et tout. Mais alors, les gens en bas, comme les riches n'investissent plus du tout dans les biens de création de richesse, le capital, enfin, la productivité du travail baisse. Mm-hmm. Puisqu'on ne remplace pas les machines, c'est la désindustrialisation dont tout le monde te parle. Hein. On ne remplace pas les machines, donc on se désindustrialise. Et donc ceux qui travaillent sont payés de moins en moins. Puisque normalement, la paye des travailleurs, sur le long terme, ça suit toujours la productivité des travailleurs. C'est normal. Hein. Donc quand il y a plus de capital, quand ça s'appelle l'approfondissement capitalistique, il y a de plus en plus de capital par travailleur, le niveau de vie des gens monte. Mais si les riches ne font plus leur boulot qui est de prendre des risques et d'investir dans des actifs, la productivité ne monte plus, voire baisse, et donc les pauvres s'appauvrissent. Et tu te retrouves dans une société qui est extraordinairement dangereuse, où les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et la classe moyenne n'existe plus. Et ça se termine toujours en général par des grandes claques dans la rue, quoi. Mmh. Donc, la politique suivie actuellement est une politique qui est profondément anticapitaliste, puisqu'elle cherche à faire monter les prix des biens durables, mais sans en créer de nouveaux. Donc c'est vraiment... Et alors, ce qui me terrifie, moi, pour la France, j'en ai souvent parlé ici, c'est que maintenant, ils ont convaincu toute la bourgeoisie française que la seule chose à faire, c'était de détenir de l'immobilier dans le centre de Paris. Mais ça me rappelle les vieilles histoires. Tu sais, il y a des espèces de bêtes dans la mer qui s'appellent les orques, ces espèces d'énormes baleines blanches et noires, tu vois, qui sont extraordinairement intelligentes. Alors, ce que font les orques, c'est qu'elles arrivent dans une baie, par exemple, une grande baie, où il y a une toute petite sortie vers la mer. Oui. Donc, elles mettent 2 ou 3 orques en embuscade là. Du genre le bassin d'Arcachon. Le genre de bassin, exactement, le bassin d'Arcachon. Elles se mettent à la sortie du bassin d'Arcachon, et puis les autres orques vont chercher tous les phoques, tous les thons, etc., et les repoussent vers la sortie. Et quand ils passent dans la sortie, là, ils se font massacrer. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'immobilier. Maintenant que l'immobilier est monté comme une fusée en France, que tous les bourgeois sont bourrés d'immobilier, qu'est-ce que les Français croient que l'État va faire ? Il va taxer l'immobilier comme un malade. C'est la seule chose qu'il puisse taxer. Du coup, tu m'amènes sur une autre question que celle que je voulais te poser, mais Il Fonte Libera te demande est-ce qu'il va y avoir une crise immobilière ou une diminution significative des prix ? Je pense que tu as en partie répondu à cette question, mais... je dis qu'il faut être... si vous habitez dans votre immobilier, vous en foutez qu'il monte ou il baisse. Mais pour ceux qui sont en levier dans l'immobilier, c'est-à-dire qui ont emprunté de l'argent pour acheter plus que ce dont ils ont besoin dans l'immobilier, moi, je sortirai aussi vite que je peux. Hein. Et donc, on va se retrouver dans une crise immobilière très grave, quoi. Et il y a une vieille blague qui tourne en France depuis toujours, c'est quand le bâtiment va, tout va. Mmh.
Et c'est pas faux, ça veut dire qu'il y a justement... je vois très bien que le bâtiment va pas aller du tout. Pense aussi à tous les bureaux qui sont vides parce que maintenant plein de gens travaillent en télétravail. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bureaux, qu'est-ce qu'on va faire de la défense? Qui veut vivre à la Défense? Une chose qui est assez vraie quand tu voyages, je vais voir ma fille qui est à Londres, et à chaque fois que j'y vais, je suis surprise, quel que soit le quartier où je vais, de voir des grues. Oui. Parce qu'il y a des travaux de construction. Oui. J'ai pas dû voir une grue dans le centre de Paris dans lequel je circule depuis très longtemps. S'il y en avait une à côté de chez notre copain Jean-Jacques Netter. Oui, mais c'est parce qu'il y avait un bâtiment qui s'était effondré. Voilà, c'est ça. Il y avait une fuite de gaz. Il y avait une fuite de gaz. Etc. Donc ils avaient mis une énorme grue. Mais c'était pas une grue pour. C'était un tassement de terrain. Voilà. Et ça avait écrasé des tuyaux de gaz. Mais vous êtes sur cette colline de Passy, sur la fin de cette colline de Passy qui arrive donc à la maison de la radio, sur un terrain très argileux, glaiseux, qui fait que quelquefois il y a des tassements. Et ça, d'ailleurs, quand il pleut, il y a je te disais, moi j'ai vu une grue, mais c'était parce qu'il y avait un accident. Oui, voilà. Non, mais à part ça, des grues, par exemple, je sais plus s'il y a encore des grues à la Défense. Donc ça veut dire que cette mauvaise allocation du capital, ça ne dure qu'un temps. Et ensuite, la réalité rattrape tout le monde. Donc, pour revenir à ta question, oui, le jour où les taux d'intérêt sont revenus à des niveaux normaux, c'est-à-dire où on paiera ce qu'il faut aux épargnants, tout ça s'arrêtera. Mais le problème, c'est que si on se mettait à payer ce qu'il faut aux épargnants aujourd'hui, l'État français est en faillite demain, parce qu'il ne peut pas servir des taux d'intérêt à 7%. Ça, c'est impossible, on en a souvent parlé ici. Donc, on se retrouve vraiment dans une espèce de dilemme. On a fait n'importe quoi pendant 30 ou 40 ans, on a poussé, on a botté en touche, on a botté en touche. Mais maintenant, on ne peut plus botter en touche pour utiliser une image de rugby, parce qu'on est dans l'endroit où on peut plus botter en touche, parce que s'ils mettent la balle par terre, ils ont gagné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans un endroit maintenant où, c'est ce que j'ai dit souvent ici aussi, je regarde ce qui se passe et je me dis, je ne vois pas de sortie logique. Donc on va avoir une sortie politique où il va se passer des choses. Ça peut se passer sur l'immobilier, ça peut se passer sur la dette, ça peut se passer sur les deux. Et tant qu'à faire avoir de l'immobilier, il vaut peut-être mieux l'avoir, même si, comme je l'ai dit souvent, quelque part en Asie, quoi. Alors, là, je vais te poser une question crypto maxi. On va voir, a priori, débouler tout un gars en disant « Ouais, c'est super !» avec mon copain Gros Spirou, le bien nommé. Donc, Marie-Josée Bayerlet te demande « Que pensez-vous de l'idée que l'effondrement de l'euro pourrait être une aubaine pour l'euro numérique ? Je suis un peu crypto-friendly. Et surtout, je m'interroge sur l'utilisation que pourront faire les institutionnels. Un grand merci à vous. » Alors, là, encore une fois, il faut pas... Il y a crypto, si vous voulez. Je m'explique. Un truc comme le Bitcoin dont j'ai parlé, c'est un objet financier non identifié. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais j'en ai parlé souvent. Le truc intéressant, c'est que quelque part, ça a été créé par le secteur privé avec une émission limitée dans le temps. Et son but, c'était de protéger les gens contre la dévaluation des monnaies, enfin l'inflation dans les pays qui faisaient n'importe quoi, comme certains pays en Afrique ou maintenant en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est un système qui est complètement dans le secteur privé, qui est géré par le secteur privé. Il n'y a pas une crypto, une banque centrale qui lance une crypto, ça veut dire en termes techniques que tous les comptes bancaires, le tien, le mien, etc., seront, mettons, à la banque centrale. Mmh. Et que, donc, on fait l'impasse sur toutes les banques commerciales et que, comme ça, la banque centrale, tu auras une carte de crédit sur la banque centrale et la banque centrale, c'est-à-dire le gouvernement, saura ce que tu fais de ton argent en temps réel à tout moment. Donc, c'est un instrument de plus pour nous. On nous a fait le Covid, on nous fera le coup de la crypto, c'est les mêmes, hein, de la crypto, la monnaie de banque centrale. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, le premier, c'est pour se libérer de la dictature et dans l'autre, c'est pour nous y coller beaucoup plus. Oui. Ils utilisent le même mot, encore une fois, c'est le logos, hein, pour nous dire, voilà, dans la crypto de banque centrale, vous verrez, c'est beaucoup mieux que le Bitcoin. C'est pas du tout pareil. Non, c'est même le jour et la nuit. Oui, c'est exactement l'ennemi. Il crée ça pour essayer de nous empêcher dans la crypto.
Donc, moi, je me dis aux gens, écoutez, j'ai beaucoup parlé, j'essaye de comprendre cette histoire de crypto. C'est pas facile parce que c'est une monnaie qui n'est pas adossée à un État, donc on se dit bref, ça pose des tas de problèmes. Ça a des avantages aussi. C'est-à-dire que le problème qu'on a avec les cryptos, si on regarde la monnaie avec ses 3 fonctions de réserve, valeur comptable et d'échange, on voit bien, la fonction d'échange, elle est bonne. La fonction comptable et la fonction de réserve dans le temps... ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. On est sur une volatilité immense de la chose. De donc la crypto, il faut prendre ça en compte. On a fait des calculs ici savants avec Didier Darcet encore là-haut, que vous voyez de temps en temps sur grand angle d'ailleurs. Et d'ailleurs dans sa dernière intervention, il a fait 500 000 vues, ce salopard. Mais non. Mais si. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Et c'était ici. Donc j'ai dit qu'à partir de maintenant, j'allais lui interdire l'entrée du studio. J'ai fait un gros coup de jalousie, là. Non, mais je me marre. C'était sur l'effondrement bancaire aussi? Non, il parlait de... Ah oui, suite à sa conférence au Qatar. Au Qatar, oui. Donc il avait parlé, ça a intéressé beaucoup les chambres. Et donc, il faut pas se tromper, c'est que... Encore une fois, on a ces 2 mouvements qui vont en parallèle, dont j'ai souvent parlé ici. Vous avez les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Vous savez, les hommes des bateaux, c'est ceux qui restent dans leur île, qui attendent que la noix de coco tombe et qui sont très contents. C'est Brassens qui chantait auprès de mon arbre. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter mon arbre. Tu sais, c'est la vieille chanson que j'aimais beaucoup. Et puis vous avez les hommes des arbres qui, eux, veulent créer un gouvernement mondial. Pour créer un gouvernement mondial, il faut que chaque banque centrale passe à une monnaie crypto. Ouais. Pour empêcher le gouvernement mondial, le bitcoin, ça peut marcher. Oui. Tu vois, parce que c'est complètement en dehors de tout gouvernement. Donc, c'est exactement, comme tu l'as dit tout à l'heure, le jour et la nuit. C'est les 2 ennemis. Ils essayent encore une fois, ces gens qui nous gouvernent, essayent d'utiliser les mots dont on se sert pour réclamer notre liberté pour nous enfler. Donc, c'est pas crypto. C'est une monnaie de banque centrale, mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre dans leur système, c'est que si tous les dépôts sont à la banque centrale, qu'est-ce qu'on va faire des banques commerciales? Et à qui elles vont prêter, et comment elles vont prêter de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce moment-là, la banque centrale doit prendre tous les cryptos, toutes les monnaies, tout l'argent et puis ensuite le prêter, mais elle va le prêter à qui? Aux banques commerciales qui le prêteront à leurs clients? Il va falloir aux banques centrales des réserves absolument hallucinantes. Mais non, elles n'en ont pas. Tu n'as pas besoin si tu es une banque centrale, tu ne peux pas faire faillite. Il suffit que tu imprimes ta monnaie. Oui, enfin, ça, c'est quand tu n'es pas la Banque de France et que tu n'es pas adossé à l'euro. Voilà, dans le cas de l'euro, je ne vois pas comment ils s'en sortent. On serait le franc, je te dis pas. Oui, effectivement, tu t'imprimes, tu fais de la plaquette. Mais sinon, tu es obligé d'aller voir la BCE en lui disant, les gars, vous pouvez me faire une petite planche? La BCE, les Allemands vont dire, écoutez, l'inflation est à 7% en Allemagne. Non, on va pas baisser les taux et puis on va pas faire ce truc-là. Donc, on arrive à un moment où ce projet monétaire des États qui a commencé avec l'euro, puis l'idée ensuite était de faire une espèce de monnaie mondiale, j'en sais rien, est en train de se fracasser sur la réalité. Mais encore une fois, la guerre entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux, elle est lancée et elle est à plein. Hein, on la voit. Et aujourd'hui, on a bien vu au moment de la guerre de Crimée, vous avez la guerre d'Ukraine. Enfin, c'était pas loin. Vous avez juste donc tous les pays qui sont dans le camp américain, qui continuent à défendre l'idée des hommes des bateaux, les hommes qu'il faut faire un gouvernement mondial, et puis alors tous les autres pays, vous prenez l'Inde, vous prenez la Chine, vous prenez la Russie, vous prenez le Brésil et tout ça, qui disent si ça vous fait rien, on va continuer à se gérer nous-mêmes et on n'en a rien à foutre de vos billes là. Donc, on sent bien que cette espèce de rupture qu'il y a maintenant à l'intérieur de chacun de nos pays, c'est tout à fait... ça se passe aussi dans le monde. Mm-hmm. Il y a une rupture maintenant, il y a toute une série de pays qui sont gérés par des hommes des arbres qui disent vos histoires de gouvernement mondial, allez vous faire cuire un œuf. Et je signale à ceux que ça intéresse que la Chine ouvre en ce moment 2 centrales à charbon par semaine. Mmh. C'est pour vous dire s'ils en ont rien à foutre du CO2. Et des mesures ESG. Et des mesures ESG encore moins. Mais alors, ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai regardé, je me suis dit quand même ils sont gonflés ces Chinois. Mais ils ont une très bonne technologie pour les centrales à charbon aujourd'hui. Et ce qui fait que si toutes les centrales à charbon dans le monde, y compris en Allemagne,
passait à la technologie chinoise, les émissions de CO2 dans le monde baisseraient de 10%. Et pendant ce temps-là, nous, on trie nos bouchons. Pendant ce temps-là, nous, on trie nos bouchons et on continue à réouvrir des centrales à charbon qui sont polluantes comme tout. Donc, et je demande aux gens, est-ce que vous savez combien de CO2 il y a dans l'atmosphère, dans les gaz dans l'atmosphère? Tu sais toi en pourcentage? Non. À ton avis, allez, au hasard, comme ça. Ah, mais moi, tu me demandes un truc en sciences. Oui. Bon, bah allez, la plupart des gens disent 3-4%. Ouais, j'aurais dit 8, mais bon. C'est 0,3, entre 0,3 et 0,4%. Et à 0,2, la vie cesse. Ah, d'accord. Parce qu'il n'y a plus assez de carbone pour faire la transformation, tu sais, des plantes. Oui, la photosynthèse. La photosynthèse. Donc, la 5e, c'est super classe. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on nous explique que c'est l'abomination de la désolation si, dans le fond, la nourriture des plantes augmente dans l'atmosphère, ce qui libère plus d'oxygène et ce qui permet une plus grande... Donc, les grandes périodes de malheur dans l'histoire, ça n'a jamais été les périodes de réchauffement, ça a toujours été les périodes de refroidissement. Donc, mais on nous prend vraiment pour des taupes, hein. Je pense qu'il y a un peu de ça. Alors, tu as Louis qui te pose une question. Tu y as un peu répondu la semaine dernière avec Léonard, mais je vais partir du principe qu'il y a peut-être des gens qui ne regarderaient pas ou qui n'écouteraient pas les 2 émissions. Donc pour cela, je la repose. Un immense merci pour le travail de l'Institut. J'ai lu La grève d'Anne Rand. La question pour les gens à qui il reste du bon sens et des neurones, c'est partir où? Dans quel pays où il resterait un droit de propriété et des libertés individuelles de premier plan? Ça, c'est une question très difficile. À dire vrai, dans le temps, j'aurais répondu là où il y a le roi d'Angleterre sur les billets, ou la reine d'Angleterre sur les billets, parce qu'ils avaient ces droits, le common law qui protégeait les libertés, etc. Mais la façon dont ces pays, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ont traité le problème du Covid, ça a été monstrueux, quoi. Ils ont foutu tout le monde en tôle bien plus que... Donc, je me suis rendu compte à cette occasion que la protection par le droit britannique, ça marchait si les gens respectaient l'esprit du droit britannique. Mais on a très bien vu qu'au Canada, ils ne le respectaient pas du tout et qu'ils ont pris des mesures qui étaient complètement attentatoires au droit britannique. Mais dans ces sociétés, il n'y avait même pas de façon de faire appel. Tu vois, si le gouvernement devient tyrannique, comme toute la société est organisée sur l'idée que ça ne se passera pas, il n'y a pas tellement de recours, quoi. Et donc, je me demande si je ne répondrais pas à la Floride et le Texas. Ah oui. Parce que là, il y a des robustes d'Ayn Rand. Tu vois, il y a des gars qui ont lu Ayn Rand, qui comprennent. Et donc, Dos Santis, c'est plus le gouverneur du Texas, je ne sais pas comment il s'appelle. Ils n'ont pas peur. En tout cas, pas les Californies. Ah non, mais la Californie, c'est plié. C'est l'endroit d'où viennent toutes les idées à la noix. Enfin, oui, et puis il suffit d'aller faire un tour à San Francisco et c'est devenu terrible parce que maintenant il y a de la drogue dans les rues, il y a des gens littéralement sur les trottoirs qui font leurs besoins. C'est un pays de zombies là. C'est un pays de zombies. Alors ce qu'on voit très bien aussi, c'est que des gens comme Walmart ferment à San Francisco, ferment à Chicago parce qu'on ne peut plus assurer la sécurité des employés dans les magasins. Oui, non, mais tu vois, donc là c'est pas, mais ça se passe pas. Oui, non, en Caroline du Nord, je pense pas qu'à Durham, on ait ce genre de problème. Non, mais en Floride et au Texas, ils ont une façon de traiter. J'ai entendu parler des shérifs texans ou de Floride. Ils ont une attitude robuste vis-à-vis de la délinquance. Oui, ça fait beaucoup. Alors, une question de Melki. Avec le retour de l'or dans le système des échanges, changer son simple rôle de monnaie refuge. Il est intéressant de le voir avec une perspective de produit de placement. Est-il possible, à partir de là, que l'once d'or puisse atteindre $50 000, voire plus? 50 000 euros, pardon. 50 000 euros. Pour l'instant, l'once d'or est à peu près à 2000 allez. Alors, encore une fois...
les marchés sont des choses très curieuses que je regarde avec beaucoup d'intérêt. L'or cesse d'être fixé contre le dollar, et donc, comme le franc était fixé vis-à-vis du dollar contre le franc, en 71 ou en 72, là, bon, l'or flotte librement. Et mettons que vous ayez le choix entre deux outils de réserve de valeur, sans vouloir prendre de risques. Hein. Donc tu peux acheter en 71-72 soit une once d'or, soit la valeur équivalente en obligation de l'État français. Tu vois ? Et puis là-dedans, tu touches les coupons, tu réinvestis les coupons, mais hypothétiquement, tu ne payes pas d'impôt sur ce investissement. Bon, ben, c'est pour un type qui vit dans une île, quoi. Eh bien, donc de 1971-72 à aujourd'hui, ça doit faire 50 ans, un peu plus. Quel a été le résultat des deux placements ? Eh bien, jusqu'à il y a quelques mois, c'était exactement le même. Oui, mais tu avais fait un graphique, c'était à Noël, il y a 2 ans, je crois, justement, avec le S&P et le cours de l'or. Et ça revient toujours à la moyenne. Ils sont corrélés sur un siècle. Et vous prenez le cours de l'or sur le cours du pétrole, et c'est aussi une grande horizontale. De temps en temps, on monte au-dessus. Aujourd'hui, le pétrole est pas cher par rapport à l'or. Donc, il vaut mieux avoir du pétrole que de l'or, mais il y a quelque temps, il valait mieux avoir de l'or que du pétrole. Bon. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, le système est plus ou moins en équilibre en ce qui concerne l'or, tant que c'est réserve de valeur. Mais si on introduit l'or à nouveau comme moyen de paiement, à ce moment-là, il n'y en a pas assez. Oui. Parce qu'il va falloir remplacer tous ces stocks de dollars qui servent de working capital, de fonds de roulement, mettons, par de l'or. Et donc, en effet, on pourrait monter à 10 000, 20 000, 30 000 pour que ça se passe. Mais alors là, on se retrouve à nouveau dans cette espèce de système mercantiliste qui était celui de l'Allemagne d'entre-deux-guerres. Oui, et de la France. Et de la France, et qui nous a amené, avant ça, à la guerre des bourgs. Parce que le problème, c'est comme quand si on ne produit pas assez d'or, s'il n'y a pas d'or qui est produit, c'est que la plupart des pays s'imaginent que, dans le fond, accumuler des stocks d'or, c'est être gagnant. Oui. Et donc, ils mettent leur monnaie sous-évaluée, ils dégagent des excédents des comptes courants. Et on fait des cycles déflationnistes de grande qualité. Donc, et le pays qui est en excédent de ses paiements courants, normalement, devrait voir sa masse monétaire augmenter. Mais l'empêche de monter en stérilisant cet or dans une cave à la Banque de France. C'est ce que la France a fait sous Poincaré. Et c'était une des grandes causes de la Grande Dépression. Parce que la France était là, et prenait tout cet or, et puis n'augmentait pas sa masse monétaire. Et ben, ce que ça fait, c'est que ça a foutu tout le monde en l'air, et en particulier l'Allemagne qui a sauté. Voilà. Et on s'est retrouvé avec Hitler. Donc, le truc de l'or, donc il faudrait trouver un système où il n'y ait pas de monnaie de réserve, parce que ça fout le merdier, on l'a vu avec le dollar, mais où il y ait, et moi je pense que si tous les pays commerçaient avec les autres pays dans leur propre monnaie, et qu'on avait besoin de l'or que pour solder les différences extrêmes, tu vois ce que je veux dire. Sinon, les autres pays, celui qui est créditeur, pour acheter des obligations de celui qui est débiteur, par exemple. Oui. Donc, il y a une façon de monter un système qui soit complètement décentralisé, avec les marchés obligataires de tous les pays, des transactions courantes qui se passent dans les monnaies locales, donc on n'a pas besoin de réserve. Et puis, l'or, s'il y a un pays qui d'un seul coup devient complètement fou et refuse, plus personne ne veut de ses obligations, en ce moment on lui dit vous donnez votre or. Alors, je me posais une question hier, alors ça c'est une question qui vient de moi, là, qui me revient. Hier, j'étais à un débat sur Radio Courtoisie avec Anne-Laure Malraux, qui va passer dans une semaine, je crois. Et on parlait de Macron qui était en Chine, qui, suivant les dires de Trump, est allé... kiss the ass de Xi Jinping. Donc, oui. La question est-ce que dans un arbitrage, sachant que la Chine veut quand même que le yuan devienne monnaie de réserve... Non, et pas vraiment. Ils veulent que le dollar cesse d'être monnaie de réserve. Ils veulent que le dollar cesse d'être monnaie de réserve. Mais eux, ils ne veulent pas devenir monnaie de réserve, non. Alors, ma question est-ce que dans des échanges internationaux où la Chine, quelque part, va pouvoir faire un choix, est-ce qu'elle ne pourrait pas privilégier des pays comme l'Arabie Saoudite dans ces échanges, qui accepterait de faire l'échange, le trade en yuan, par opposition à la France, qui, elle, va continuer à commercer en euros? Le vrai problème, c'est que
La Chine aujourd'hui doit avoir un déficit de son commerce extérieur avec l'Arabie Saoudite, puisqu'ils vendent plus de pétrole que les Saoudiens n'achètent de produits chinois. Ça veut dire donc que l'Arabie Saoudite se retrouve. Et dans le temps, la Chine devait payer son pétrole à l'Arabie Saoudite en dollars. Oui. Mais si maintenant l'Arabie Saoudite accepte les yuans, ce qui semble être le cas, l'Arabie Saoudite va se retrouver avec plein de yuan. Oui, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle peut acheter des obligations du gouvernement chinois à 10 ans qui lui donne du 3% réel, ce qui est bien. Sans risque. Sans risque. Elle peut... la deuxième chose qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut dire à la Chine, écoutez, j'ai trop de yuan, vous me donnez la contrepartie en or de ces yuan. Et le marché à terme du pétrole à Shanghai qui a été monté, qui est en yuan, qui doit être maintenant le 3e au monde, les autres sont en dollars bien sûr, dans son prospectus de lancement, mais il a été lancé il y a une quinzaine d'années, que si jamais les gens ont trop de yuan, la Chine peut les contre-valeurs en or. Donc déjà, les Chinois disent, si vous avez trop de yuan, soit vous avez mes obligations, soit je peux vous filer de l'or. Donc à ce moment-là, c'est à l'Arabie Saoudite de prendre le risque de change. C'est à elle de gérer son risque de change. Tandis que là, le risque de change était externalisé sur la Chine par l'Arabie Saoudite, puisque c'était en dollars. Donc si le dollar montait beaucoup, ça mettait la Chine dans une position impossible. Tandis que là, si la Chine passe des contrats à long terme en yuan à un prix fixe, il n'y a pas le dollar qui monte ou le dollar qui baisse, ils s'en foutent à ce moment-là, les Chinois. Et si toute l'Asie, comme toute la volatilité dans l'économie asiatique venait toujours de volatilité du dollar, quand le dollar montait, tous les gars qui avaient emprunté en dollars étaient morts, donc les bourses se pétaient la gueule. Quand le dollar baissait, tout le monde c'était la fête. Là, s'ils se mettent tous à se vendre des uns aux autres dans leur monnaie, il n'y aura plus cet effet dollar qui faisait qu'il y avait une volatilité très forte de l'économie et des marchés financiers en Chine et en Asie, ce qui faisait que leur marché était bon marché parce que les gens ne supportent pas la volatilité. Donc, quelque part, on voit très bien ce que cherche à faire la Chine, c'est à faire une zone monétaire où tout le monde échange dans sa monnaie, donc on n'a plus besoin de monnaie de réserve, et s'il y a des excédents ou qui sont vraiment durables, etc., on peut transformer une partie des monnaies locales en or pour solder. D'accord. D'où le fait que la Chine, encore aujourd'hui, accumule énormément d'or. Évidemment, c'est pour se préparer. C'est pour se préparer et pouvoir solder ses échanges avec des balances commerciales. Si les gens lui demandent des dollars à la place des yuan, de l'or à la place des yuan... Enfin, cela dit, des dollars, elle en a aussi. On a vu les balances commerciales asiatiques. Ils ont 3 000 milliards de dollars, oui, les Chinois tout seuls. Donc, on voit très bien le scénario que veulent monter les Chinois. C'est un scénario où personne n'est une monnaie de réserve, mais on se débarrasse de la monnaie de réserve. Dans le fond, ça ne sert plus à rien, puisqu'il n'y a pas grand-chose à acheter aux États-Unis, si ce n'est des armements. J'ai du mal à croire historiquement qu'on puisse se passer d'une monnaie de réserve per se. Qu'on puisse véritablement... l'humain ayant besoin d'un roc, de quelque chose... si ce n'est pas l'or, ça a été la livre anglaise, ensuite ça a été le dollar. La livre anglaise, elle est restée tant qu'elle a marché, tant qu'elle était convertible librement en or. Oui, mais même réponse du dollar jusqu'à ce que s'il n'y avait pas eu 39-45 et les suites où on nous a imposé les échanges, c'est-à-dire les Américains nous ont imposé leur extraterritorialité et leur dollar, parce que la guerre, mais sinon... À ce moment-là, on aurait trouvé des façons. Mais aujourd'hui, c'était très difficile autrefois parce que les marchés financiers étaient développés simplement chez nous. Il y avait Wall Street et il y avait Londres, mettons. Tout le reste, c'était des places de province, si j'ose dire. Et donc, l'un des gros problèmes de toute l'Asie, c'est qu'il n'y a jamais eu, jusqu'à récemment, de développement de leur marché obligataire long. C'est-à-dire que dès que ces pays avaient besoin de capital long, par exemple pour faire un barrage ou une centrale électrique nucléaire, ils étaient obligés d'emprunter en dollars parce qu'ils n'avaient pas la profondeur des marchés qui leur permettaient. Mais aujourd'hui, les technologies en particulier, d'informatique, etc., ont fait tellement de progrès que je vois pas ce qui empêche l'Indonésie d'émettre des obligations en monnaie locale, et puis voilà. Donc, mais il y aurait un marché, tu penses ? Il y en a déjà un. Il est en train de se créer à toute allure, mais à partir du moment où on cesse le dollar,
à ce moment-là, ces marchés-là vont boomer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un boom des places locales en Asie. Alors, du coup, ça amène une autre question qui est quelque part là-dedans. Est-ce que tu penses que les marchés des BRICS vont exploser à la hausse? Dès le moment, bien évidemment. C'est tout le pari que je fais. Et mais le pari que tu fais, c'est en fait le dollar diminue en puissance, du coup les marchés obligataires ou les marchés voilà. Donc à ce moment-là, si ces monnaies sont quasiment indexées sur l'or et s'il y a un marché pour elles et s'il y a des marchés obligataires longs qui se créent, tous les gars qui étaient investis pour couvrir leurs risques dans le marché obligataire américain, par exemple, vont se dire mais qu'est-ce que j'ai à me couvrir contre un risque dans une monnaie que je n'utilise plus? Oui, bien sûr. Et donc, ils vont devoir sortir du marché obligataire américain ou européen pour se mettre dans les marchés obligataires qui couvriront vraiment leurs risques locaux. Donc, ce que propose la Chine, c'est un système qui n'est pas complètement idiot et aussi curieux que ça paraisse, qui est complètement de marché libre. C'est-à-dire que les bonnes monnaies... Ce qui est paradoxal pour un système communiste. Voilà. Mais bon, on n'est plus un paradoxe près avec la Chine. Non, et puis il ne faut pas oublier ce que qui nous paye des milliards, j'ai oublié de le rappeler pour Jean Rodin. Oui, d'ailleurs, oui. On n'a pas reçu le chèque ce mois-ci. N'oubliez pas de rajouter des zéros. Ouais. N'oubliez pas de rajouter zéros. Puis, mais maintenant, on aimerait bien se faire payer par la Russie, mais ils aussi. sont... Mais ils ont beaucoup de zéros aussi. Beaucoup de zéros aussi, mais donc on n'est pas payé comme on le mérite. Tiens, voilà la vérité. Non, mais je rappelle qu'on est une forme associative et qu'on ne fait pas de bénéfices, donc soyez très libres d'envoyer des dons. Voilà. Non. Mais donc, c'est une vieille blague qu'on avait en Asie il y a longtemps, mais qui est toujours valable. Il disait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une erreur monstrueuse qui a été faite. Un pays qui est naturellement capitaliste, comme la Chine, on l'a forcé à devenir communiste, et un pays qui était naturellement communiste comme le Japon, on l'a forcé à devenir capitaliste. Et les deux pays, ça fait 70 ans, qu'ils sont en train d'essayer de retourner leurs racines comme c'est vrai. que les Chinois. Donc, que les Chinois, qui sont naturellement capitalistes, commerçants, montent un système basé sur le marché, ça m'étonne pas tellement que ça. Oui. Et ils sont naturellement foutraques aussi. Ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour un marché libre. Pour un marché libre, il n'y a rien de mieux que le désordre. Hein. Ouais. C'est le désordre créateur. Quoi. Donc, moi, ce que je vois émerger, c'est dans le fond la renaissance vous allez avoir... je sais pas, des marchés obligataires qui vont se développer en Indonésie, au Malaisie, aux Philippines, tout ça, ça va boomer comme peu. Alors c'est un peu la même question, mais pas vraiment, parce que là c'est une technicité. C'est Benoît Guillemin qui te demande s'il y aurait moyen d'arbitrer les marchés qui existent entre SWIFT, anciennement mondiaux, et ce nouveau marché mis en place, ou à cause des sanctions anti-russes et BRICS. C'est une bonne question, ça. Alors justement, moi j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Si on accepte les idées que je viens de développer depuis 5 minutes, là. Donc on se dit, dans le fond, ce que les Chinois disent, c'est vous prenez mon marché obligataire, et si vous ne l'aimez pas, vous prenez de l'or. Bon, les Chinois sont de loin les plus gros acheteurs d'or, depuis 5-10 ans, hein. Facile. Pour que ça soit intéressant pour les Chinois, il faut que les obligations chinoises, sur les 5 dernières années, donnent un peu plus que l'or. Pour que les gens soient poussés en regardant leurs dividendes en disant « Bon, oui, autant que j'achète des obligations, je fais mieux qu'avec mon or. » Et si vous regardez ce qui s'est passé depuis 10 ans, depuis 2012 ou je sais pas quoi, le temps rentabilité totale en une seule monnaie des obligations chinoises contre l'or est une grande horizontale aussi. Hein. Donc on sent bien que les Chinois n'ont pas tellement envie que l'or pète à la hausse. Parce qu'ils n'ont peut-être pas fini de l'acheter, quoi. Mais une fois que tout le système reparaîtra, peut-être il faudra qu'il y ait un ajustement qui se passe en une fois de l'or contre les obligations chinoises. Tu vois, qu'il y ait une forte hausse et puis qu'ensuite qu'on retrouve cette... Donc c'est pour ça que j'avais conseillé aux gens de l'Institut des Libertés d'avoir 1 tiers en or et 2 tiers en obligations chinoises, parce que je me disais comme ça, je garde une petite option à la hausse sur l'or, quoi. Tu vois, c'était pas par hasard, quoi. Ben oui, logiquement, l'or et les obligations chinoises devraient donner à peu près la même rentabilité, mais si d'un seul coup, il y a ce nouveau système qui se met en place, je sais pas si vous avez vu, mais le Brésil et la Colombie, ou la Bolivie, je sais plus, la Bolivie, je crois. Brésil et la Bolivie viennent de signer des accords pour que leur commerce avec la Chine soit fait en monnaie locale. En monnaie locale chinoise ou la leur ? Les deux. Ah, les deux. Dans les deux sens. Donc, il y a une partie de l'Amérique latine qui est en train de filer vers
L'Asie, aussi étrange que ça puisse paraître. Non, mais le plus gros client du Brésil, c'est la Chine, parce qu'ils ont besoin de minerais de fer, ils ont besoin de tout ça que le Brésil fait. Donc on voit bien que tout ce développement qui se passe ne peut pas se faire si le dollar reste la monnaie de réserve. Parce que d'abord, il n'y en a pas assez, puis ensuite... Et puis ils font n'importe quoi avec leur monnaie. Alors, et donc les gens ne veulent pas d'un seul coup être coupés du commerce international, parce que les Américains ont décidé qu'ils n'étaient pas gentils. Donc on voit très bien que les zones qui vont se développer, c'est les zones dont j'ai parlé ici, c'est bien sûr tout le monde autour de la Chine, là, et puis toute la branche qui part de la Russie et qui descend vers la Turquie, en passant ensuite par la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan et l'Inde. Donc on voit très bien que cette espèce d'immense arc comme ça va aussi se créer, et j'ai lu aujourd'hui, hier, que les Russes avaient lancé des bateaux, en quelque sorte, pour relier directement Novosibirsk, un nom comme ça, qui est un grand port russe de la mer Noire, et Mumbai, en Inde. Ah oui. 9 jours. Et ben. Et donc on voit très bien que d'un seul coup, toute cette immense arc qui remonte autour de l'Inde, qui est autour de l'Inde comme ça, qui va aussi un peu vers l'Afrique, va connaître un développement mais foudroyant dans les années qui viennent, parce qu'ils vont pas bénéficier ils vont se mettre à faire du commerce entre eux à la place de se mettre sur la gueule, quoi. Non. Donc on voit très bien les deux zones qui vont se croiser. Il va y avoir une croissance. C'est mettons le sud de la rue, Sébastopol. Tu pars de Sébastopol et puis tu descends jusqu'à Mumbai, et tout ce qui est à 200 km à droite ou 200 km à gauche, ça va boomer comme jamais. Plus tout ce qui est autour de la Chine. Mais par contre, si tu regardes la carte, tu te dis, mais alors l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est complètement à l'extérieur. Ouais. Et c'est là, quand cet arc qui descend de Sébastopol vers... c'est là où il doit y avoir 80% des réserves d'énergie, de pétrole dans le monde ou de gaz. Donc ces gens-là vont avoir une énergie très bon marché. Nous, monsieur, on fait des régulations pour avoir des chargeurs universels de téléphone. De téléphone, ça c'est et important. Possiblement, dans un deuxième temps, on passera à des réglementations pour avoir un sac d'aspirateur universel. Ça me paraît quand même très important d'arriver à normer la taille des courgettes et des concombres. Oui, mais parce que ça va dans tous les sens, monsieur. Oui, ça va dans tous les sens, et rien de tel que l'ordre pour créer la croissance, qui est une imbécilité totale. L'ordre crée la stérilité. Il n'y a qu'à voir mon bureau. Il n'y a qu'à voir le DAF qui est en pleine séance d'ordre, là. Oui. Alors, là, c'est une question qui est un peu abstraite, mais les gens ont du mal avec ces notions-là, donc allons-y. Que se passerait-il si la BCE annulait la dette des États européens qu'elle détient, et peut-elle acheter indéfiniment la dette des États via les banques sur les marchés secondaires sans conséquence? Alors, la BCE, qu'est-ce qui se passe si elle annule la dette? Comme la dette d'un État est ce qu'on appelle en termes techniques fongible, oui. Ça veut dire que toute la dette des États européens est annulée, parce que tu ne peux pas annuler la dette d'une institution sans l'annuler pour les autres. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit. Allez, on prend et on annule tout le monde, les Italiens, les Grecs et basta cosy. Et bien à ce moment-là, toutes les compagnies d'assurance, toutes les banques sautent. Ah. Parce que c'est qu'elles ont dans leur actif pour garantir les dépôts, c'est la dette des États européens. Donc, elles font le coup de Philippe II, quoi. Tu sais, on en a souvent parlé, Philippe II d'Espagne, d'un seul coup, il a dit aux banques italiennes, vous savez quoi, les mecs, je vous paye plus, et ça crée une crise bancaire, mais alors inimaginable. Faut pas oublier que ce qui est au passif de l'État est à l'actif de quelqu'un d'autre. Et qu'ils ont fait passer des réglementations partout pour que la seule façon de garantir les dépôts, c'est d'avoir des dettes étatiques. Puisque l'or, on s'en sert plus, puisque, ça veut dire que tout notre système financier, notre épargne longue, disparaît. Et on se retrouve au XIIe siècle, quoi. Voilà, et on remet des siècles à rebâtir... oui, ça, on remet des siècles. On met des siècles à rebâtir une ligne de crédit. Oui, parce que là, en plus, on écrase tout le système bancaire européen. C'est pas simple, parce que, encore, Charles Quint, Philippe II, c'était... Les Italiens, parce qu'ils étaient les seuls banquiers à l'époque. Voilà, mais donc ça a peut-être permis à des banquiers français... Non, ce qui est sorti après, c'est les banquiers en Hollande, oui. Et puis un peu en Allemagne aussi, puis après il y a eu la City. Voilà. Et nous, on n'a pratiquement jamais eu de grands banquiers en France. Nous, on a fait fort à l'époque John Law et Cantillon, donc on a beaucoup donné. On a beaucoup donné.
On a eu un gars qui nous a expliqué qu'il fallait détruire la monnaie. Donc ça, les classes dirigeantes ont bien retenu là. Et puis on avait été bien sous Saint-Louis aussi. Sous Saint-Louis, là, oui, on avait mis Saint-Louis avait foutu les pauvres banquiers juifs à l'époque. Bien sûr, c'est ça ce que je dis. Et puis Philippe le Bel, lui, il avait ce qui servait de banque, il avait liquidé les Templiers. Voilà. C'est quand même une des façons les plus rapides de se débarrasser des gens, c'est de les tuer, quoi. Des gens qui t'ont prêté de l'argent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. T'es débiteur, voilà. T'es créditeur. Donc, dès que t'as prêté de l'argent à quelqu'un, il faut se méfier quand tu descends un escalier qu'il est derrière toi, quoi. Tu vois, c'est une vieille règle. Hein. J'oublie le nom, mais elle est très connue, cette histoire de Louis XIV qui allait voir le palais de ce... Ah ben, c'était à Vaux-le-Vicomte. À Vaux-le-Vicomte, voilà. C'était Fouché. Voilà, donc il faut faire un peu attention quand tu as des trucs trop jolis ou trop... En tout cas, c'est pas une bonne idée de montrer au roi de France que tu es plus riche que lui, quoi. Tu vois, ouais, c'est rarement bien vu. C'est rarement productif, quoi. Comme quoi. Ouais. Alors, question plus technique, mais peut-être que tu as la réponse. Comment investir en pratique dans les bons du Trésor de Singapour? Quid de la dette du pays qui représente 140-160% du PIB selon les sites? Parce que tu parlais d'investir dans le dollar de Singapour. Mais alors, soyons clairs, Singapour, c'est Lee Kuan Yew, ça a été créé par Lee Kuan Yew, qui était un type au poil. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, comment investir? Il faut, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est, j'imagine, vous ouvrez un compte dans une banque suisse multidevise, légale encore une fois, et vous donnez l'ordre d'acheter des dollars de Singapour, et puis voilà, quoi. Bon, ça, vous mettez en dollars de Singapour dans votre compte, comme les taux d'intérêt sont bas. Il y a peut-être des fonds à Singapour ou à Hong Kong qui investissent dans le... Ça, il faut faire une recherche sur Google, c'est pas très difficile. Maintenant, la dette de 120%, quand vous voyez que le fonds de pension de l'État de Singapour, qui a été un de mes clients d'ailleurs il y a longtemps, et un de mes actionnaires, est gigantesque. Je suis certain que les 2 tiers ou les 3/4 de ces 120% sont détenus par le fonds de pension. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dette. Moi, je suis pas du tout inquiet pour Singapour. Si je t'emprunte de l'argent parce que tu es puissamment riche à cause de tous ces lapins de Chinois qui nous payent trop, je m'endette plus. Toi, tu te crédites plus. Mais la famille, le niveau de dette est resté le même. Oui. Ce que j'explique aux gens, c'est que si on s'endette auprès de sa famille, dans son pays, dans sa monnaie, c'est pas de la dette. C'est la même histoire qu'au Japon, en vérité. Voilà, c'est ça, ils n'ont pas de dette. Ils n'ont pas de dette par marché obligataire. Et comparer la dette de Singapour à la dette de la France, c'est une erreur logique, puisque nous, on a des dettes vis-à-vis des gens qui ne font pas partie de la famille. Oui. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où notre dette. D'ailleurs, on pourrait le savoir, il me semble que ce serait dans la série. Aussi, je trouve que parmi les informations importantes et parmi les trucs à faire à Bercy, je ne sais pas combien ils sont là-dedans, mais avoir un petit calepin pour savoir qui détient notre dette à l'époque de quand même des trafics. Mais on le sait. On le sait, mais on ne veut pas nous le dire. Donc ça aussi, je trouve ça scandaleux. J'ai un problème avec la non-transparence d'une information qui est quand même primordiale. Toute notre dette étatique française est dans une société où tous les titres qui est à Bruxelles, je crois, une espèce d'énorme ordinateur. Donc, on sait à tout moment, mais vraiment à la seconde près, qui détient la dette française, parce que toutes les transactions sur la dette française, ça se passe entre un acheteur et un vendeur qui il y a des compensations. C'est qui se compense dans cet endroit. Donc, évidemment. On sait exactement où est notre dette. Non, mais j'espère bien. Mais donc, s'ils ne le disent pas, c'est qu'ils ne veulent pas nous le dire. Et s'ils ne veulent pas nous le dire, c'est qu'il y a un loup. Comme dirait Martine Aubry, c'est la seule citation que j'ai, mais quand c'est flou, il y a un loup. Voilà. Ben là, il y a un très très gros loup, et à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une bonne partie au Qatar, en Arabie Saoudite, ou dans les Émirats Arabes Unis, ou j'en sais rien, ce qui expliquerait les bontés qu'on a pour ces pays-là, quand c'est nécessaire. Et le fait que... Voir que les avantages fiscaux que Sarkozy a donnés au Qatar. Voilà. Je crois que le seul client de Dominique de Villepin en tant que conseiller... en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, c'est c'est pas le Qatar. C'est le Qatar. Hein, je crois que 100% de sa clientèle, c'est le Qatar. C'est bien, hein, ça te fait vivre un cabinet à 7 personnes. Ouais. Voilà. Alors, Charles, te demande Luc Micha.
Pensez-vous qu'un scénario à la libanaise soit possible en France d'ici 5 à 10 ans avec un effondrement éco et politique, une forte chute de la monnaie, sortie d'euros, des retraités épargnants ruinés et plus d'accès aux médicaments, même basiques? Eh bien ça, il faut demander à Zemmour, hein, parce que c'est lui qui développe cette thèse avec beaucoup de... Et je ne peux pas dire que c'est complètement impossible, parce que j'ai des amis libanais qui me disait il y a 40 ans, qui était un grand banquier qui s'appelait la banque Audi, qui était une des grandes banques, que j'avais reçu chez moi, à dîner à Paris, à l'époque où j'habitais à Paris, et qui avait expliqué à une dame qui était woke avant l'heure, qui était une protestante éclairée qui voulait le bien de l'humanité, et qui lui avait expliqué que... Donc elle lui expliquait à quel point les chrétiens libanais traitaient très mal les Palestiniens ou les autres, les Arabes du coin et tout. Et donc lui, il avait écouté avec beaucoup de patience. Puis il avait dit, madame, vous n'y comprenez rien. Dans 40 ans, vous serez au niveau aux ensembles aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous comprendrez peut-être. Et donc le dîner, c'était pas bien passé, quoi. Tu vois, ça n'avait pas été un dîner, un de ceux dont on met une croix blanche devant, quoi. C'était... Eh ben, on était plus sur un dîner du mercredi avec le pont de Tancarville en allumettes. Non, c'était pas un... Donc voilà, donc, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est probable? Alors, si je peux me permettre, quand Zemmour dit ça, il parle, en fait, quand tu vois l'évolution des terres, oui. D'ailleurs, dans The Black Swan de Nassim Nicolas Tayeb, oui, dans oui. Le Cygne Noir, toute la première partie, étant donné qu'il est libanais, il fait une étude in situ du développement en fait, des populations. Et c'est vrai que les chrétiens n'ont fait en général qu'un enfant, là où les Syriens, enfin de l'autre côté, enfin surtout les chiites, les Palestiniens, on en fait 7 ou 8. Voilà. Donc, au bout de 50 ans, c'est plus pareil. Au bout de 50 ans, ta répartition de population, avec une population chrétienne qui a un enfant, peut-être 2, qui très souvent aussi, les filles vont rester là, les garçons vont aller travailler. En Afrique, en Amérique latine, n'importe où. Même à Paris, ainsi de suite. Moi, j'avais un copain, quand il revenait à Beyrouth, à l'époque, il y avait des mères qui lui faxaient des CV de leurs filles. Il en recevait 5 ou 7, Serge. C'était genre, ma fille, elle est belle, elle est ci, elle est ça. Enfin bon, c'est-à-dire, il revenait au pays, il avait 7 femmes à marier dans la minute, quoi. C'était, non, mais c'est... D'ailleurs, Beyrouth est l'endroit où il y a le plus de chirurgie esthétique, parce que le marché étant très tendu, il faut avoir une offre... une offre de qualité. Enfin, je ne suis pas sûr qu'après l'esthétique, ce soit mieux, mais enfin... Enfin bon, voilà, toujours est-il que l'idée du scénario à la libanaise, donc c'est c'est basé aussi sur un effondrement de notre démographie. Un effondrement de la démographie chrétienne. Et pour ce qui est de l'effondrement, je pense en tout cas que si on a un effondrement comme ça, ça va aussi être véritablement le continent européen. À tout le continent européen, ça risque de toucher... J'avais un écrivain que j'aime bien, qui s'appelle Mark Stein, qui est il est canadien, je crois, mais il a des liens avec la Belgique, je ne sais pas lesquels. Bref, c'est un type qui écrit très très bien, puis qui peut être très marrant de temps en temps. Enfin, il dit des grosses bêtises, quoi. Il n'a pas peur de... Et Mark Stein a écrit un bouquin qui s'appelait La grande nouvelle des 40 ans qui viennent, quoi, ou un nom comme ça, c'était en anglais. Et il disait, la grande nouvelle des 40 ans qui viennent, c'est que les Caucasiens en Europe vont disparaître. Vont plus être là, quoi. Donc, or, c'était quand même la population qui a le plus changé le monde, tu vois, c'est toute la... Donc, les Caucasiens seront plus là dans 40 ans en Europe. Bon, c'est la thèse de Zemmour, c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Je peux pas dire que c'est pas vrai. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est une autre question, mais voilà. En tout cas, ça sera différent. Ça sera différent. Colomber les 2 mosquées, comme disait le général. Alors, bon, celle-là, je te l'ai déjà posée, elle était... on aimerait savoir comment acheter de l'or physique. Quelqu'un dit, mon courtier me propose un fonds type Mandarin Global Sport, je ne sais pas ce que c'est. Que faut-il penser de ce type de fonds? J'ai actuellement seulement des actions et je souhaiterais diversifier mon portefeuille avec de l'or, des ETF, de l'énergie. Alors, je sais, j'ai posé la question... À Didier, et j'ai posé la question aussi à Richard Détente. Richard Détente a fait, je crois, une de ses publications il y a quelque temps sur comment acheter de l'or physique. Donc ça doit se retrouver dans ces grands angles. Hein. C'est pas que je le recommande, je le dis simplement pour ceux qui se posent des questions, il y a toute une série de comment ouvrir un compte en Suisse, comment ouvrir... Voilà. Je vous explique. C'est que vous savez qu'en France, il y a des réglementations. Alors avant, c'était la COB, maintenant c'est l'AMF. Et...
Charles n'est pas accrédité en tant que courtier, donc il ne peut pas donner spécifiquement des conseils en vous disant passez par ceci, passez par cela. Au travers du site, vous pouvez, en revanche, en tant que profane, vous échanger ces informations les uns avec les autres. Grand Angle, qui est basé en Suisse, puis je crois qu'il est libre de donner ce genre d'informations. Mais en tant que citoyen français, n'étant pas affilié en tant que courtier donneur d'ordre et ainsi de suite, Charles ne peut pas, parce qu'on a souvent des questions. Alors, parfois, il a en plus pas la réponse, donc ça aide. Mais quand bien même il l'aurait, il ne peut pas légalement vous donner cette information. Et on ne peut pas contourner, parce que, encore une fois, c'est des sanctions AMF. Par contre, je sais qu'il y a des banques, je crois que c'est Pictet et la Deutsche, qui ont ce qu'on appelle des ETF, c'est-à-dire des Exchange Traded Funds, c'est-à-dire vous achetez pas l'or physique, mais vous achetez des parts dans un stock d'or qui est vérifié tous les jours par des auditeurs, par des huissiers, etc. Donc on vous fera pas le coup on vous a vendu 1000 tonnes d'or et il y en a que 100 dans les caves, quoi. Donc en principe, il y a la contre-valeur, il n'y a pas eu d'effet de prix. Mais donc ça existe, ces choses-là, et ça peut être acheté librement en France. Mais j'ai un de mes amis ici qui a voulu le faire par l'intermédiaire d'une banque française que je ne nommerai pas. La Société Générale ? Non, c'était pas la Société Générale. BNP Paribas ? Non plus. C'était et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un lien, comme tout le monde là, vous savez, pour sa banque, pour passer ses ordres comme il voulait, quoi. C'était beaucoup de gens en charge. Avec son clic. Et donc, il a dit, bon, ben, j'achète cet ETF, je crois que c'était en Allemagne. Et son écran est devenu tout rouge. C'est pas possible, monsieur. Et son écran est devenu tout rouge et tout a été bloqué. Donc, il a téléphoné à son banquier en disant il y a un bug. Mais qu'est-ce qui se passe, etc. On lui a dit, mais vous savez, monsieur, l'or, c'est extrêmement dangereux. Ah bon, il dit ça. J'aimerais bien voir. Ça fait 5000 ans que ça a de la valeur, donc c'est vachement dangereux, vous avez raison. Et donc, le conseil d'administration de cette banque s'est réuni pour savoir si on pouvait lui donner l'autorisation. Le conseil d'administration de cette banque. Ils ont que ça à foutre, les gars. Ils ont que ça à foutre. Et comme c'était la banque qui était filiale d'un grand groupe, ils ont envoyé la décision sur le conseil d'administration de la très grosse banque qui était au-dessus. Et finalement, ils lui ont donné. C'est un ancien agent de change. Lui, donc il savait ce qu'il faisait quand même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, quand vous voudrez acheter de l'or, vous allez vous heurter non pas à une interdiction, mais on va vous freiner parce qu'ils veulent empêcher votre pognon d'être sauvé. Eux, ils veulent que vous le mettiez en obligation française. Parce que si tu vas dans ces comptoirs, Godot, et Maurice, tu payes la peau des fesses, là. Tu payes la peau des fesses et surtout ensuite, tu payes une taxe ensuite. Tu payes une taxe et puis ensuite il faut le stocker physiquement. Oui, avec le risque. Avec le risque. Tandis que là, si t'as, je sais pas, tu Pictet, que c'est en dépôt, je sais pas, ou à Zurich ou à Genève, dans des caves là, bah. Donc il faut essayer de se raccrocher à une ETF quand même. L'ETF, c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis ça, on peut le vendre, l'acheter comme on veut, quoi. C'est pas. Parce que détenir de l'or physique, on est quand même sur un. Bon, alors après, si vous avez 2-3 Napoléons. Oui, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir une vingtaine de Napoléons si vous avez vraiment de l'argent. Et puis ça vous permettra de bouffer pendant 20 semaines avec le paysan du coin. Oui, c'est la fameuse théorie de ton copain italien quand tu étais à la Banque de Suez. Alors tiens, je l'ai oublié, j'aurais dû la mettre dans les autres, mais bon, tant pis, on va faire un petit aparté, j'ai le temps, bon, j'ai juste le temps. Je suis le cours du yuan, sa baisse récente n'est-elle pas voulue par le gouvernement chinois pour relancer l'économie ? Est-ce qu'ils font un peu de dropping là Non, jamais de la vie. Ils ont des excédents de savoir qu'à en foutre, et après ensuite, ils ne croient pas une seconde, des Chinois qui sont déjà intelligents, ne pensent pas qu'en dévaluant la monnaie, on va s'enrichir. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut, si la monnaie chinoise ne cesse de monter sur le long terme. Ça fait 10 ans qu'elle monte vis-à-vis du yuan, et vis-à-vis du dollar et vis-à-vis de l'euro. Surtout si vous prenez en compte les taux d'intérêt qu'elle verse. Donc, non. C'est plutôt une occasion d'achat d'autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que l'euro a eu une petite ressucée de hausse. Là, on est passé de, je sais plus, 92 à 97 ou 98 ou 99. Donc, ça n'a pas été une baisse du yuan, c'est une hausse technique de l'euro, quoi. Voilà, c'est pas. Alors, ce qui se passe, c'est que la Chine est en train de remettre plein de pognon dans le système pour faire redémarrer l'économie après la fermeture. Les États-Unis font de même, le Japon fait de même, et le seul pour l'instant qui ne remet pas de pognon dans le système, c'est les Européens. Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'euro remonte, parce que tous les autres sont en train de faire marcher un peu la planche à billets. Et donc l'euro est peut-être en train de remonter un peu, mais alors si l'euro remonte maintenant, comme on n'est déjà pas compétitif,
On va vraiment prendre plein la tête pour pas un rond, quoi. Donc, je veux dire, rien ne me surprendra de ces gars-là. Et pourquoi est-ce que là, le gaz, cette semaine et compagnie, se sont un petit peu crachés ? Pourquoi est-ce qu'il y a une baisse du prix du gaz ? C'est épisodique ? Il n'y a pas de non, baleine ? c'est que la relation entre le gaz et le pétrole sont très compliquées. C'est-à-dire que tout le monde cible le pétrole, le prix du pétrole. Mais par exemple, si le prix du pétrole monte trop, les gens vont acheter du gaz à la place parce que c'est le même... Oui. Mais si le prix du pétrole baisse pas mal, comme il l'a fait depuis 2-3 mois, à ce moment-là, le prix du gaz monte. Et donc, il y a une espèce de fait de balance qui se passe entre les deux. Mais ce que je sais sur le gaz, c'est que les stocks de gaz qui vont devoir commencer à être bâtis pour l'hiver prochain en Europe sont pas très hauts. Donc, je m'attendrais plutôt à ce qu'ils montent, plutôt à ce qu'ils baissent. Mais je ne suis pas un spécialiste. Parce que tu penses qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on va avoir un cycle surtout, de c'est pas ça, restriction. Il y en a plein du gaz, mais il est en Russie. Oui, bah oui. Et il n'est pas pour nous. Et donc, le gaz de schiste, il est toujours pas arrivé parce qu'on n'a pas les ports. Le gaz de schiste, il faut bâtir les bateaux, il faut bâtir les réservoirs, c'est pas le même système, il est 4 fois plus cher. Donc, qu'est-ce qu'on doit recevoir comme gaz aujourd'hui ? On doit recevoir un petit peu par... on doit recevoir par l'Algérie. Oui, on en achète par l'Algérie. On en achète par l'Algérie. Je crois que c'est 10-15%. Je crois que la Hongrie reçoit du gaz russe. C'est pour ça que tout le monde gueule contre elle, mais je suis pas sûr. Peut-être l'Autriche aussi. Il n'y a pas l'Italie qui a... L'Italie a aussi des deals avec l'Algérie, surtout. Oui, avec l'Algérie. Il y a une sorte de pipeline, je crois, qui traverse. C'est pas tu sais, je dis pas que tu peux nager, mais tu peux presque aller de Tunisie en Italie en nageant, quoi. C'est pas bien loin. Hein. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, beaucoup de gens te demandent de faire, enfin beaucoup de gens, ou les mêmes plusieurs fois, une émission sur l'Algérie et d'autres sur le Québec, le Canada. J'en profite. Il n'a aucune connaissance ni sur l'un ni sur l'autre. C'est pour ça qu'on en fait pas. Je ne m'empêcherai pas de parler pendant 1h30 dessus. Non, voilà. Mais tu n'as pas de connaissances spécifiques sur l'Algérie. Non, pas vraiment. Économiquement. Voilà. Donc, on pourrait se documenter, mais tu connais ça pas plus que ça. Voilà. Bon, c'est la raison pour laquelle, c'est pas qu'on snob, hein, c'est qu'il y connaît rien. On avoue. C'est honteusement. Il y a des limites. Oui, voilà. Quand on pose des questions sur Timor ou n'importe quoi, je suis quand même un peu sec. Quoi. Non, mais c'est vrai que tu n'as pas particulièrement travaillé. D'abord, tu n'as jamais travaillé avec l'Afrique, enfin le Maghreb et ou l'Afrique. Et le Canada, bon, Louis-Vincent, mon frère, touche un petit peu ceci, cela, mais ce n'est pas non plus un énorme domaine de compétence. Vous êtes plus sur les États-Unis en tant que... Oui, on est sur des zones... pour les États-Unis et le Canada, mais aussi on est sur des concepts, par exemple l'énergie. Alors, il faudrait peut-être que je regarde le rôle de l'Algérie dans l'énergie, etc., mais ça suppose que je m'y colle, quoi. Voilà, il y a qu'à. Et il y a qu'à Faucon. Et puis à 80 balais, les informations nouvelles, ça a du mal à rentrer. Hein. Voilà, écoutez, en tout cas, on a été ravis de faire cette émission aujourd'hui avec Raphaël qui était avec nous, qui est le jeune homme qui m'aide à mettre ces émissions sur les podcasts que ceux qui écoutent avaient le plaisir de pouvoir écouter. Donc on était ravis de l'accueillir, on va aller déjeuner avec lui. Oui. Et avec le DAF qui attend ça avec impatience. Qui attend ça avec impatience, il a bien ronflé quand même, hein. Il était très mignon. Je pense qu'on aura des incrustations. Et on vous remercie beaucoup encore de nous avoir suivis. Merci d'être aussi nombreux. N'oubliez pas, comme toujours, mettez des pouces, mettez des likes, mettez tout ce que vous pouvez mettre. Et pour ceux qui n'auraient pas fini, qui ne seraient pas encore abonnés aux revues dont on vous a parlé, vous avez encore une chance. Hein. À mon avis, ça va durer encore quelques temps. Ils prennent des abonnements encore. Hein. Voilà, en tout cas, ils étaient ravis. Merci encore d'avoir fait ce petit geste pour eux et pour nous et pour vous aussi, parce que vous allez voir, Conflit, c'est vraiment sympa. Merci encore et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir.